Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, un dossier spécial en compagnie de Marc Filterman et nous parlerons des écoutes téléphoniques. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Marc Filterman, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Nous allons parler des écoutes téléphoniques. C'est le sujet aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord ce qu'est la NSA et où se trouve cette agence ? Alors, la NSA, c'est un National Security Agency qui est aux États-Unis. Et c'est une agence qui existe depuis les années 50 maintenant, puisque vous aviez un pacte UCUSA qui avait été signé avec plusieurs pays dès les années 52, si je me rappelle bien. Donc, l'accord qui a été signé a été fait avec le Canada, les Britanniques, donc le Royaume-Uni, avec également la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en fait tous les pays anglo-saxons. Vous avez fait une enquête justement sur ce dossier des écoutes téléphoniques. Qu'avez-vous découvert ? Alors, j'avais fait une enquête, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est Duncan Campbell qui déjà en 1998-99 avait fait un rapport sur le réseau échelon à partir de l'Angleterre sur ce qu'il avait découvert sur la base de Menwith Hill, qui est une base relativement importante avec de nombreuses antennes d'interception par satellite. Donc le réseau de l'échelon de la NSA est connu depuis les années 2000. Donc c'est pas une découverte, c'est-à-dire qu'on redécouvre aujourd'hui ce que l'on sait depuis les années 2000. Or depuis les années 80-90, on a de nombreuses sociétés européennes qui ont perdu des contrats. On se doute bien que les grandes antennes qu'il y a dans un certain nombre de pays sur un certain nombre de bases, c'est pas pour faire des crêpes, c'est bien pour faire des écoutes téléphoniques. Ce qu'il y a de marrant dans cette affaire, c'est que toutes ces écoutes téléphoniques ne font pas baisser les trafics de drogue et les trafics en tout genre. Donc ça veut bien dire que ces antennes ou les captages sur des câbles fibre optique, puisque maintenant on peut piéger également les câbles fibre optique, et c'est d'ailleurs les câbles fibre optique qui transportent le plus grand nombre de communications, c'est bien la preuve que c'est pas utilisé contre les mafias et contre le terrorisme, et que c'est utilisé uniquement pour faire l'espionnage économique. Alors depuis quand existent-elles ces écoutes téléphoniques ? Alors les premières écoutes téléphoniques, en réalité, ça remonte aux années 30, en Allemagne déjà, en 1934, puisque vous aviez Goering et puis Goebbels, qui était un des responsables de la propagande pendant que Goering s'occupait des écoutes téléphoniques. Ils ont déjà utilisé ce moyen, ni plus ni moins, pour supprimer les opposants ou ceux qui pouvaient devenir les opposants. Donc vous voyez, les premières écoutes téléphoniques, ça remonte déjà au début des années 30. Ensuite, effectivement, les Américains se sont penchés sur le sujet, y compris sur le sujet du décryptage dans les années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est après que sont intervenus les accords avec les pays anglo-saxons, notamment l'accord du pacte UCUSA. Donc vous aviez déjà des rencontres américano-britanniques à Londres dès août 1940. Ensuite, vous avez eu en 1941 une collaboration au niveau des communications avec des crypta-analystes, et vous aviez le président Truman qui, en septembre 1945, avait signé un premier mémorandum qui a été une des clés de voûte de l'alliance SIGINT, c'est-à-dire ce qu'on appelle SIGINT, c'est l'analyse des signaux intelligents, donc signaux radioélectriques. Et est intervenu ensuite en 1947 les signatures du pacte UCUSA. Voilà un petit peu près ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique des choses. Donc vous avez un premier cercle que je vous ai cité
où on trouvait le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et puis États-Unis. Et vous avez ensuite un deuxième cercle qui est arrivé beaucoup plus tard, évidemment, où on retrouve des pays comme l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce. Tout ça, ça collabore avec la NSA. Et vous avez encore un tableau qui a été diffusé récemment, qui indique un tableau, bon, donc classifié secret, mais qui a été qui a été dévoilé par le biais des révélations de Snowden, notamment, qui révèle que l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Hollande, la Norvège, Pologne, Portugal, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, collaborent également au réseau de la NSA. Donc vous voyez, pratiquement tous les pays, on est en train de dénoncer l'espionnage, mais ça fait un petit peu rire parce que tout le monde collabore avec la NSA. En effet, oui. Alors, qui a écouté exactement? L'armée, les politiques, et si oui, pour quelles raisons? Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a eu un rapport, le comité R en Belgique, qui a avoué dans un rapport qu'ils ne savaient même pas ce qui transitait sur leurs tuyaux. C'est-à-dire que les systèmes sont tellement automatisés, ils fonctionnent à partir de mots-clés, qu'on ne sait pas ce qui est prélevé sur les réseaux. Toujours est-il que pour les pays qui font partie de l'Union européenne et qui collaborent avec la NSA, on est dans la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on a des atteintes à la vie privée. Bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, au niveau des collectes, on s'est aperçu qu'entre fin décembre et début janvier, donc 2012-2013, il y avait eu, par exemple en France, 70 millions de coms captés, et pour les autres pays, c'est pareil, ça tourne aux alentours de 50-60 millions de coms qui sont interceptés. Alors on en parle beaucoup de ces écoutes téléphoniques et le citoyen lambda, enfin on le voit à la radio, tout le monde se sent écouté, se sent espionné, on nous dit on est sur écoute, on est sur écoute. Est-ce que vraiment le citoyen lambda est écouté? Mais il n'y a pas que le citoyen lambda, on parle du citoyen lambda, mais les politiques ne savent même pas qu'eux-mêmes ils peuvent être écoutés. On a des circulaires, par exemple en France, où il est demandé aux ministres d'utiliser des téléphones cryptés. Même eux, ils n'utilisent pas de téléphone crypté. Moi, je me suis rendu compte au cours d'une affaire, puisque je travaille aussi sur des sujets sensibles qui peuvent toucher au domaine de la santé. Je me suis rendu compte que des emails que j'avais expédiés à des députés avaient été détournés et interceptés par des robots. J'ai donc dressé une liste de 250 députés et sénateurs, et pas seulement la NSA, donc, où des opérateurs interceptaient les courriers électroniques par le biais des mots-clés et détournaient ces courriers électroniques. J'ai même découvert qu'un ancien responsable de la CNIL avait lui-même son email qui pouvait être intercepté. Donc, vous voyez, c'est tout le monde qui est touché, c'est pas que le citoyen lambda. Bon, vous avez aussi des collaborations qui ont été faites avec la NSA concernant le PNR, enfin ce qu'on appelle les accords PNR, qui consistent à communiquer, alors là c'est l'Union européenne qui l'a fait là aussi, c'est-à-dire que eux-mêmes ils participent à l'espionnage de nos propres citoyens. Le PNR, c'est ce qu'on appelle, c'est le Passenger Name Record, qui consiste à communiquer aux États-Unis toutes les personnes qui utilisent les compagnies aériennes pour surveiller le territoire aérien, se poser sur le territoire américain. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on communique nos informations, mais il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que les informations concernant des passagers américains ne sont pas communiquées à l'UE. Donc, on se demande à quoi sert l'Union européenne, si elle sert à protéger les intérêts des citoyens européens ou si c'est le contraire. D'ailleurs, apparemment, c'est le contraire, parce que je viens d'avoir un rapport entre les mains que j'ai pas eu le temps de lire, puisque je viens de le recevoir, un rapport de 150 pages qui met en cause justement la CNIL et qui dit carrément que la CNIL n'a pas protégé les intérêts des citoyens européens. Et la CNIL française est d'ailleurs visée carrément par ce rapport. Alors on dit que la France fait partie des 5 pays qui pratiquent le plus les écoutes téléphoniques. Quels sont les autres? Est-ce que c'est vrai déjà que la France en fait partie? Mais il n'y a pas que la France. Tous les pays font des écoutes téléphoniques. C'est clair, net et précis. Ils ont tous des infrastructures.
Sauf que les États-Unis, l'Angleterre, ils font carrément du chalutage. C'est-à-dire ils récupèrent tout, aussi bien au niveau du citoyen que des entreprises, chefs d'entreprise et politiques. D'ailleurs, on l'a vu avec Madame Angela Merkel, qui apparemment, elle utilise un BlackBerry. Et quand on prend un document de DSD, là aussi, on a un certain nombre de smartphones qui sont cités, comme les Motorola, comme les Nokia. Qui sont des cibles. BlackBerry, je ne vais pas revenir là-dessus, mais déjà, si vous faites des recherches par des mots-clés sur Internet, vous constaterez qu'il y avait eu des tentatives, c'est pas qu'il y a eu des tentatives, c'est qu'il a été introduit des chevaux de Troie, ni plus ni moins, pour pouvoir pirater les smartphones BlackBerry. Donc, s'ils sont en difficulté aujourd'hui, il ne faut pas s'en étonner. BlackBerry, c'est une compagnie canadienne. Ouais. Donc, c'est-à-dire vous avez beaucoup de systèmes qui sont actuellement sur le marché. Or, tous les systèmes que vous avez, ils ont des failles de sécurité. Donc, quand Microsoft vient dire qu'il va modifier le système SSL de façon à augmenter la sécurité, ça fait un petit peu rire puisque vous avez l'article FISA aux États-Unis qui oblige en quelque sorte tout opérateur ou fournisseur de matériel ou système crypté, ni plus ni moins, de fournir les clés. Donc on ne voit pas comment Microsoft ou Verizon ou AT&T peuvent durcir leur système ou crypter leur système, puisque de toute façon, ils sont obligés de donner les clés ou de s'en conformer à la loi FISA. C'est une loi qui date de 1978 et qui concerne la surveillance des étrangers. Vous avez également ce qu'on appelle FISC, qui est une cour de supervision de la surveillance à l'étranger, qui ordonne ni plus ni moins aux opérateurs du territoire américain de communiquer ce qui est exigé par la NSA et les services de sécurité. S'ils ne le font pas, comme a dit dernièrement le PDG de Yahoo, ils partent en prison. Alors, qui gère ces écoutes téléphoniques et quel matériel se sert-on pour effectuer ces écoutes? Alors, il y a plusieurs entités aux États-Unis qu'on ne peut pas tout citer. Vous avez, essentiellement, tout est centralisé à la NSA. Vous avez la DIA également qui concerne les services militaires américains. Vous avez le FBI, vous avez la CIA. Normalement, chaque service a ses systèmes. Mais en réalité, c'est tellement, le système est tellement vaste, le budget qui est alloué à l'espionnage et à la NSA, chaque année, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Là, vous avez un centre qui a été construit à Bluffdale dans l'Utah. Rien que ce centre, il y en a pour 2 ou 3 milliards de dollars. Donc, ce nouveau centre, il va être destiné à intercepter toutes les communications Internet. Il a une capacité phénoménale. Il lui faut une puissance électrique d'au moins, je sais plus combien. Je crois que la note d'électricité par mois, c'est $1 million pour donner un ordre d'idée de ce système. Alors, depuis longtemps, les premières infrastructures concernaient les interceptions radioélectriques et satellites. Maintenant, le trafic passe par le câble, donc par les fibres optiques. Maintenant, les nouveaux systèmes d'espionnage sont orientés sur les câbles fibres optiques et avant on ne pouvait pas poser de bretelles dessus, mais maintenant on sait que les câbles fibres optiques sont piégés, y compris les câbles fibres optiques européens. Alors on dit que les portables sont des véritables espions, même éteints. Oui, alors les portables, effectivement, il y a sur certains types de portables, comme au Japon, la possibilité de les réactiver. Par exemple, là-bas, ils ont beaucoup de séismes. Donc, quand un portable est effectivement mis en veille, il peut être réactivé à distance. Ce qui indique qu'il y a dans les portables, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un constructeur de portable, je crois que c'est Nokia, n'a pas nié cette possibilité de remettre en route le portable même quand il est coupé. Donc ça veut dire qu'il y a une puce dans le portable qui permet quelque part de court-circuiter cette interruption. Le meilleur moyen de neutraliser le fonctionnement d'un portable, c'est carrément d'enlever la batterie ou même de le mettre dans une boîte en fer. Là, on est tranquille parce que quand vous enlevez la batterie, vous pouvez avoir également des condensateurs
ou des petites piles qui peuvent entretenir le fonctionnement d'un circuit à l'intérieur de ces portables. Je ne sais pas quels sont les constructeurs qui ont incorporé cette technologie, mais ça aussi c'est possible. C'est dossier spécial, nous parlons des écoutes téléphoniques en compagnie de Marc Filterman. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Marc Filterman. Nous parlons des écoutes téléphoniques. Alors, nous en parlions il y a quelques instants, vous me parliez de courrier électronique, de boîte mail, donc les courriers électroniques seraient aussi espionnés. Les courriers électroniques, c'est les premières choses qui sont espionnées. Moi, j'ai eu l'exemple flagrant en France, puisque je m'intéresse fortement et puis je travaille dans ce domaine-là sur les risques des micro-ondes sur la santé. Bon, j'ai fait un constat de huissier où il a été établi clairement que des emails que j'expédiais à des hommes politiques avaient été détournés. Donc là, j'ai fait le nécessaire, j'ai carrément expédié à l'époque un courrier à l'Élysée en expédiant le constat de huissier et en signalant que tel opérateur faisait de l'interception illégale, mais c'est répréhensible par le code pénal d'ailleurs, et j'ai donné en même temps la liste des 250 personnalités politiques dont j'avais pu établir que les courriers n'avaient pas été distribués. Ce qu'il y a de pratique avec Internet, c'est que quand un courrier n'aboutit pas, on peut avoir l'info en retour, donc une preuve qui n'est pas possible effectivement avec une écoute téléphonique. Alors quelle a été la réaction suite à votre courrier? La semaine suivante, apparemment, les problèmes ont cessé. Ah, quand même. J'avais écrit carrément au service de l'Élysée, j'avais dit, vous utilisez tel mot-clé et vous allez pouvoir constater qu'en utilisant ce mot-clé, même si vos services expédient un courrier électronique à ce député, à sa boîte personnelle, vous pourrez constater que le courrier sera détourné. Donc la semaine suivante, ça a été terminé. Ce qui fait que l'information est bien passée quelque part. Par contre, j'ai refait un test il y a quelques jours de ça avec quelqu'un qui a une boîte chez un opérateur et j'ai constaté que le mail n'aboutissait pas à destination. Quand j'ai enlevé le mot-clé, le mail arrivait à destination. Donc, tout la conclusion, on a aussi un opérateur sur le territoire qui continue à faire des interceptions illégales en violation d'un article du code pénal, je ne sais plus lequel, il faudrait que je regarde le numéro, mais en France aussi, on a ce genre de problème. Alors, que faire pour s'en protéger? Il y a une solution que j'utilise, c'est que je remplace un mot par un autre mot, par exemple. Oui, mais alors, il faut connaître les mots-clés, justement. Les mots-clés, quand on est dans certains domaines, on sait quels mots-clés qu'il ne faut pas utiliser. Si on veut dialoguer, par exemple, avec un correspondant sur la NSA, on ne va pas mettre le mot NSA, par exemple. Donc, on va remplacer le mot par un autre mot. Si vous utilisez des mots neutres dans un email, de toute façon, ceux qui sont adeptes de cette solution, ceux qui ont parfaitement bien compris le problème quand ils parlent au téléphone, ce sont les dealers de drogue. Et ils vont pas parler de barrettes de hachis, ils vont parler par exemple de carottes. Bien sûr. Voilà un exemple. C'est-à-dire que nous avons dans le domaine des trafiquants de drogue des gens qui sont plus performants que les politiques, parce que quand vous parlez d'écoute téléphonique ou n'importe quoi, moi j'ai eu le cas, vous avez des gens qui vont répondre c'est de la paranoïa, en général ceux qui parlent de paranoïa, c'est les mêmes qui ont des intérêts avec des officines dites d'intelligence économique, pour pas parler de barbouze. Donc de toute façon, quand on épluche un petit peu ce milieu-là, on voit également qu'il y a des liens entre officines d'intelligence économique, par exemple, et agences d'escort girl, puisque c'est le meilleur moyen aussi de faire de l'espionnage. Vous avez eu des cas également où vous aviez, par exemple, des mannequins dans des bars. Enfin, je connais un cas précis où vous aviez un mannequin qui était qui fréquentait les bars d'hôtel et qui s'amusait à pirater les smartphones, par exemple, avec son propre smartphone. Il y a quelques cas comme ça. Les services de renseignement utilisent ces méthodes.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer une société de parano parce que vraiment on se sent plus libre dans sa tête maintenant? Alors déjà en France on constate dans tous les domaines qu'il y a un certain laxisme, c'est-à-dire qu'il y a une incompétence voulue ou réelle. Même en Angleterre, comme il disait, ils avaient beau mettre en garde les chefs d'entreprise contre certains risques ou les pièges avec des escort girls, et puis ces dirigeants au niveau de l'industrie oubliaient toutes ces règles de sécurité. En Angleterre, ils ont eu des dirigeants, par exemple, qui se sont fait voler leur ordinateur portable, y compris des ordinateurs portables assez sensibles. Mais il n'y a pas qu'en Angleterre. Dans d'autres pays, c'est pareil. Vous avez des services de renseignement qui font la chasse aux portables. De temps en temps, ça c'est arrivé avec une délégation étrangère, les personnes ils reviennent à leur chambre d'hôtel et puis ils trouvent quelqu'un dans la chambre avec toute la panoplie du matériel d'espionnage. Donc la personne qui s'est fait, ils étaient deux, je crois, les deux personnes qui sont fait coincer, on s'est trompé de chambre et puis ils en ont oublié leur matériel sur le lit. C'est pire que James Bond. Oui, il y a des gags comme ça. Ça paraît hallucinant, mais il y a des gags comme ça. Mais de toute façon, vous avez aussi le piégeage à distance des téléphones portables, notamment des smartphones. Bon, vous avez des sociétés ou des logiciels espions qu'on peut installer ou peut faire installer pour 34 €. Avant, il était à 130 € ce logiciel. Maintenant, il n'est plus qu'à 34 €. Et vous transformez ce portable en véritable espion, c'est-à-dire que même quand il est coupé, on peut le déclencher à distance pour vous espionner. Donc vous avez actuellement deux moyens d'espionnage qui sont utilisés par les services de renseignement, c'est la carte bancaire et le téléphone portable. Et le téléphone portable, vous n'avez pas besoin de mettre de micro puisque le smartphone est déjà en micro en lui-même. Si vous le déclenchez à distance, vous pouvez écouter tout ce qui se passe dans le bureau. Il y avait une expérience qui avait été faite également avec une députée belge. On lui avait fait la démonstration à l'époque qu'on pouvait déclencher la webcam de son ordinateur portable à distance et du micro de son ordinateur pour écouter tout ce qui se faisait dans son bureau. Cette démo a été faite. De même que les boîtes mail de députés, la démonstration a été faite, les boîtes mail de députés qui avaient leur boîte sur Hotmail avaient été piratées, la démonstration a été faite. De toute façon, actuellement, tous les systèmes actuels, ils ont tous des failles de sécurité. Quand on vous parle de système de cryptage, un système de cryptage, il ne peut être qu'homologué qu'à partir du moment où vous avez le backdoor qui permet de franchir ce système de cryptage. Donc de toute façon, acheter du matériel qui vient des États-Unis, du matériel de cryptage, ça ne sert à rien parce que les États-Unis et d'autres pays ne vendront jamais aucun matériel de cryptage sans en avoir les clés. Si on veut se protéger avec son portable, vous dites que de mettre le portable dans une boîte en fer, ça marche, ça fonctionne. Ah bah si vous mettez le portable dans une case de Faraday, dans ce cas-là, plus rien ne passe. Si vous enlevez la batterie, vous êtes tranquille. C'est le meilleur moyen de protection. Pour les ordinateurs portables, vous avez une solution. Vous avez sur tous les ordinateurs, vous avez une webcam. Bon, comme avec les fonctions logicielles, vous ne pouvez plus avoir aucune confiance. Vous faites une chose, vous mettez un scotch noir devant la webcam. Oui. Terminé, ou vous débranchez la webcam si c'est une webcam extérieure. Et pour pas être ennuyé avec le micro de l'ordinateur, vous mettez une fiche de jack sans micro dans la prise micro. Ce qui fait que vous coupez l'accès au micro. Donc on ne peut plus vous écouter. C'est deux moyens simples et en plus, vous n'avez pas de problème. S'il y a un problème avec le firewall que vous n'en avez pas, de toute façon, la caméra et le micro sont neutralisés. Voilà des exemples. Vous avez également un autre problème qui vient d'être découvert avec les postes de télé qui sont reliés à Ethernet également et qui peuvent servir à l'espionnage. Alors si vous connectez, c'est même plus grave que ça parce que on peut également recopier ce que vous avez sur la clé USB que vous avez connecté sur le poste de télévision qui est raccordé à Ethernet. Donc ça a été découvert récemment et ça concerne plusieurs fournisseurs de télévision, plusieurs fournisseurs de téléviseurs d'écran plat
où les téléviseurs peuvent se servir d'outils d'espionnage. Ah oui. Donc si vous mettez une webcam là aussi sur votre écran de télé et que par exemple l'écran de télé est dans votre chambre, vous voyez un petit peu le problème. Ouais. Non, mais là c'est infernal quoi. c'est de la folie. Alors vous avez également une autre astuce sur laquelle sont en train de travailler les services secrets. Alors le Wi-Fi, bon ça c'est pareil, on peut le casser, mais ça fait des années qu'on sait le casser, c'est pas un problème ça. Mais avec le Wi-Fi, on peut l'utiliser comme radar. C'est-à-dire, quand vous émettez des ondes, en fonction des cibles qui bougent dans un volume, vous renvoyez des échos. Donc là, vous avez des services secrets aussi qui ont travaillé sur la possibilité de savoir s'il y avait une personne ou pas dans la pièce, rien qu'avec le signal Wi-Fi. Ça, c'est une autre technique. Vous avez une autre technique d'espionnage également, qui consiste à analyser les frappes du clavier. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir des frappes du clavier, on pouvait savoir ce que vous tapiez sur le clavier. Ah oui. Parce qu'en fonction des pays et des langues, vous n'avez pas le même nombre de caractères dans les mots. Par exemple, vous avez une lettre qui est récurrente, qui revient très souvent en France, dans le langage français, c'est la lettre E. Où vous avez des consonnes qui sont répétées. Alors, pour le langage français, en analysant le son qui est généré par les frappes au niveau du clavier, vous pouvez déterminer ce qui a été tapé. Alors avant, vous aviez des méthodes d'espionnage qui reposaient sur la captation des rayonnements électromagnétiques générés par les écrans cathodiques. Donc moi j'ai vu à l'époque, dans les années 90, des dispositifs de ce calibre qui coûtaient 1 million de francs, et on se synchronisait sur les fréquences de balayage de l'écran cathodique pour arriver à détecter ce qui était tapé sur l'écran d'ordinateur. Le problème auquel s'est confronté la NSA ou la CIA, c'est que quand vous aviez plusieurs écrans d'ordinateur dans une même pièce, ce dispositif n'était plus utilisable. Et curieusement, c'est après justement ce constat que le Wi-Fi est arrivé, ou les claviers sans fil également, où on a vu aussi des claviers sans fil qui pouvaient rayonner jusqu'à 100 de mètres. Quand même, c'est quand même impressionnant, tout ce que vous me dites. Vous avez d'autres dispositifs également pour espionner ce qui se dit dans un local, qui consiste à utiliser un faisceau laser. Le faisceau laser est braqué sur la fenêtre, et les vibrations qui sont produites par les voix des personnes dans un local provoquent une certaine vibration sur la vitre, et à partir d'un faisceau laser, vous analysez ces vibrations également. C'est des techniques qui existent depuis longtemps. C'est pas une découverte. La NSA, les services secrets américains utilisent toute cette panoplie de techniques. Mais beaucoup de gens l'ignorent, hein. C'est ça le problème. Parce que même moi, ce que vous me dites là, mais bon, c'est un peu... De toute façon, je vais vous dire une chose, même quand vous mettez en garde les politiques et tout le cirque, vous avez des gens qui viennent parler de paranoïa. C'est-à-dire que quand vous dérangez quelque chose ou quelqu'un, automatiquement, on vous discrédite. Là, par exemple, on a un parfait exemple avec les bonnets rouges. Oui. On a essayé de les assimiler à des mouvements identitaires. Par contre, si vous avez des émeutes dans les banlieues, on va pas dire que c'est identitaire, on va dire que c'est le chômage. Oui, tout à fait. Les bonnets rouges, vous voyez, on dit que c'est identitaire. Donc c'est une forme de manipulation par le biais des moyens de communication qui consiste à discréditer les gens qui dénoncent des problèmes. Donc, systématiquement, quand vous dénoncez un problème, on va dire que vous êtes parano ou affabulateur. Ça, c'est la technique, parce que vous allez déranger qui ? Vous allez déranger des officines d'intelligence économique. C'est un peu comme quand on dit, quand il y a des mouvements dans les banlieues, on dit les casseurs. Ça veut tout et rien dire. Bien entendu, on a dit que les gens, en principe, ne sont pas d'accord pour casser. Mais si ils cassent, c'est qu'il y a une raison. Ils cassent pas comme ça. Alors, c'est facile de dire les casseurs, mais ça veut dire quoi ? Ça aussi, ça fait partie de la désinformation. Cet amalgame, on range tout le monde dans la même catégorie. Donc, on fait des amalgames dans beaucoup de domaines. Quand des industriels sont concernés, eux autres, ils sont champions de l'amalgame. Ça, de toute façon, c'est pas une découverte. C'est les mêmes méthodes qui sont utilisées par tous les lobbies, et les lobbies sont les premiers à utiliser des officines d'intelligence économique. On a même vu en France des sociétés, des entreprises utiliser des officines anglo-saxonnes.
bon, on rigole, quoi. Après, on s'étonne qu'il y ait de l'espionnage, qu'il y ait des informations sensibles qui partent à l'étranger. Mais enfin, bon, quand on en arrive à ce stade, il y a quand même un souci. Alors, qu'est-ce que la machine Enigma ? La machine Enigma, ça remonte aux années 40, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Ça consistait à décrypter les messages, effectivement, notamment avec les sous-marins allemands. Donc, ça a été fait, là aussi, avec les Britanniques. Et puis les Américains qui ont fortement collaboré. En somme, les deux pays qui ont le plus collaboré aux méthodes de cassage, de décryptage, ce sont les États-Unis et les Anglais. C'est eux qui ont été les premiers sur le créneau, avec les Allemands aussi qui cryptaient leurs messages. Alors actuellement, d'ailleurs, il va y avoir d'assez importants, d'assez gros soucis, parce que c'est passé totalement inaperçu, parce que les politiques ne suivent pas du tout. D'ailleurs, les informations, quand vous regardez les informations, chaque jour, on n'aborde que 2-3 sujets. C'est les mêmes sujets sur toutes les chaînes de télé, quoi. Bien sûr. Les informations, c'est des informations de propagande aujourd'hui. Quand on a les mêmes infos sur toutes les chaînes de télé et sur toutes les radios, il y a un souci. Moi, je dis qu'on n'est plus en démocratie. Ah non. Donc, par exemple, vous avez le plus puissant ordinateur à l'heure actuelle, c'est plus les ordinateurs américains qui sont les plus puissants. Le plus puissant ordinateur, en réalité, c'est un ordinateur chinois qui a une capacité au niveau qui peut faire du décryptage, hein, et ça, ils vont pas se gêner pour l'utiliser pour faire du décryptage. Cet ordinateur a une capacité de 33 pétaflops. Alors, je vais pas rentrer dans les détails des pétaflops et tout le cirque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a des ordinateurs puissance maximum de 3 pétaflops. Aux États-Unis, le plus gros ordinateur, il fait 17-18 pétaflops, c'est un Titan. Et l'ordinateur chinois, le tout dernier qui est entré en service, il fait 33 pétaflops, et en vitesse de pointe, il peut monter à 55 pétaflops. Alors, qu'est-ce que c'est que les pétaflops ? C'est le nombre d'opérations qui sont effectuées par seconde, en général en simple précision. Donc, on est avec un pétaflop, ça fait, pour les informaticiens, ça fait 10 puissance 15, c'est-à-dire 15 zéros derrière le 1, quoi. Donc voilà un petit peu la puissance de calcul de cet ordinateur. Donc il va quand même y avoir des soucis au niveau international en matière de cryptage de tout ce qui est communiqué diplomatique ou militaire, enfin tout ce qui est communication sensible, parce que là, la Chine a un ordinateur hyper puissant. D'ailleurs, je me pose des questions à savoir comment. C'est pas possible. Il doit y avoir une collaboration avec les Américains ou un contrat quelconque. Parce qu'un tel ordinateur nécessite 48 000 cartes accélératrices pour faire des calculs, et 32 000, de l'ordre de 32 000 processeurs Xeon. Une telle commande, ça peut pas passer inaperçu. Bien sûr. Donc, je me pose quand même déjà à savoir comment la Chine a pu acquérir autant de processeurs pour faire une seule machine qui a une puissance aussi énorme. Et ils envisagent de faire monter la puissance de cette machine à 100 pétaflops. Donc vous imaginez bien qu'en matière de cryptographie de tout ce qui est message sensible, ça va poser un problème. C'est dossier spécial, nous parlons des écoutes téléphoniques en compagnie de Marc Filterman. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Marc Filterman. Nous parlons des écoutes téléphoniques. Est-ce que vous faites des conférences ? Alors les conférences, non, je n'interviens pas souvent dans ces domaines-là. Bon, j'interviens effectivement dans les risques des champs électromagnétiques sur le sanitaire, mais je n'interviens pas souvent sur ces aspects d'espionnage électronique, parce que bon, c'est un moyen de se faire suivre à la trace, quoi. Oui. Quels sont les autres sujets que vous abordez ?
Là, les autres sujets sur mon site internet, on peut constater, en réalité, c'est tout ce qui a un rapport avec le domaine de rayonnement électromagnétique, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau espionnage. Donc, moi, j'avais fait déjà en 2003 une émission avec un ancien patron de la DGSE et puis avec Thierry Jean-Pierre. On avait d'ailleurs parlé de ces problèmes de réseau échelon, et on peut constater que depuis les années 2000-2003, rien n'a été fait. Tout ce qu'on redécouvre aujourd'hui, là par exemple, vous avez des incidents diplomatiques également, parce que l'affaire Snowden génère quand même des dommages collatéraux, et entre l'Indonésie et l'Australie, je crois que c'est l'Australie, vous avez actuellement des incidents diplomatiques qui vont faire avorter certaines collaborations, parce que l'Australie écoute, ou la Nouvelle-Zélande écoute les pays d'Asie, le Japon, et inversement d'autres pays écoutent aussi l'Australie, ou vous avez l'Angleterre qui écoute l'Allemagne, et puis l'Allemagne doit écouter l'Angleterre aussi. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se bouffer le nez, si je puis dire. Les Américains, ils sont très forts pour ça, ils mettent des pays à se bouffer le nez ou à s'espionner entre eux. Donc voilà, donc maintenant vous arrivez, alors les derniers problèmes en date, ça concerne la Suisse, ça concerne le Luxembourg, puisque là aussi on commence à avoir des demandes d'enquête un petit peu dans tous les pays, où on a les politiques qui demandent des enquêtes en quelque sorte sur leur propre, des parlementaires, ils demandent des enquêtes sur leur propre service de renseignement. Donc ça prouve que les autorités politiques ne savent pas trop ce que font ou ce qui transite dans les tuyaux. Enfin, on a eu le cas dans un rapport belge que j'ai étudié où effectivement, comment vous contrôlez ce qui passe dans un tuyau? On a M. Montebourg qui vient de déclarer dernièrement qu'il fallait s'intéresser à l'innovation, que les emplois c'était dans l'innovation. Ça dépend de quelle innovation. Ça fait un petit peu rire, puisque quand vous avez quelqu'un qui veut innover, surtout dans le domaine de l'informatique ou des télécommunications, il se fait automatiquement casser. Pas seulement par les sociétés étrangères, mais également par des sociétés internes, des grands groupes qui sont dans notre pays. Si vous aviez une société, une PME française qui avait mis au point un dispositif qui permettait de se rendre compte si les câbles fibre optique étaient piégés ou pas, la société elle a été cassée. C'est tout. Donc comment on peut faire la sécurité enfin de toute façon on n'a même plus besoin de faire même l'espionnage étranger, c'est pas eux qui vont nous faire couler notre économie, c'est nos politiques qui coulent notre économie. Alors comme ça, le problème est réglé, autant à droite qu'à gauche. Exactement. Mais où ça va nous mener tout ça, à votre avis? À mon avis, dans le mur, parce que déjà, il faudrait revoir un petit peu toutes les mesures administratives qu'on a en France et qui sont kafkaïennes, d'une part. Donc, vous avez des normes qui sont aberrantes, qui permettent de détruire l'économie. Donc, de toute façon, par exemple, les normes ISO, qui sont soi-disant une norme d'excellence pour les sociétés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous avez un cabinet de consultants qui vient pour vous faire passer, pour vous faire adopter une norme ISO, vous êtes obligé de leur communiquer toutes les informations. Le problème, c'est que vous avez des consultants qui sont liés à de grands groupes. Donc, vous devinez un petit peu les problèmes qui peuvent être liés à l'espionnage, à la transmission d'informations non voulues, à des grands groupes. Automatiquement, tous ces cabinets de consultants sont liés à des grands groupes. L'autre aspect, on a donné tout ce qui était communication à des entreprises qui sont liées au bâtiment. Si vous avez une PME qui est concurrente à une société, à une filiale d'un grand groupe du bâtiment, et que ce grand groupe est en même temps opérateur, vous voyez le problème. Donc ça, je l'ai souligné justement au ministère de M. Montebourg, suite à ce que j'avais constaté concernant les interceptions et le détournement de courriers électroniques par des mots-clés. Ce qui peut s'appliquer à moi va s'appliquer automatiquement à des PME. C'est évident. Vous pouvez détourner les devis, les courriers électroniques et tout ce qui s'ensuit concernant certaines affaires. D'ailleurs, je peux vous dire que dès les années 90, certaines compagnies allemandes, je le sais parce que j'ai travaillé avec une société allemande à une époque, j'avais besoin d'acheter du matériel à cette société, du matériel de mesure. Et l'ingénieur commercial m'avait dit, nous ne transmettons pas les offres de prix et devis par fax.
Ah oui. Donc déjà à l'époque, dès les années 90, les compagnies allemandes ne communiquaient pas des compagnies assez sensibles qui travaillaient en même temps pour les militaires, ne communiquaient pas les tarifs par fax. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'espionnage. Et d'ailleurs, Madame Merkel a été bien gênée puisque là aussi, l'Allemagne a collaboré, notamment par le biais de sa base de Bad Aibling, à l'espionnage, a collaboré là aussi avec la NSA. Bon, depuis, ça aurait été stoppé depuis 2004, mais en général, quand on dit qu'un programme est stoppé avec les Américains, il redémarre sous un autre nom ailleurs. Oui, finalement, l'espionnage est partout, quoi. Ah, l'espionnage, il est partout et aucun système n'est fiable. Alors, vous allez rire, ça c'est une info qui vient de tomber récemment. Les Russes, les services spéciaux russes font tellement confiance aux ordinateurs qu'ils viennent de lancer un appel d'offres pour acheter des machines à écrire. Ouais, donc, apparemment, pour les révélations de Snowden, ils vont pas utiliser des ordinateurs, mais des machines à écrire. Est-ce qu'on n'est pas espionné sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, il y a un autre problème. Vous savez qu'il y a quelque temps, les réseaux sociaux ont été mis en cause et que vous avez des personnes qui ont déclaré que les personnes qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux comme Facebook étaient suspectes. C'est incroyable ça. Bon, moi, quelqu'un qui dit ça, vous savez ce que je fais? Je prends le nom de la personne, je le mets dans un fichier et puis je mets service secret, nombre des services secrets étrangers. Non, parce que ça, c'est une méthode justement pour inciter notamment les personnes qui travaillent dans des domaines sensibles. Alors des personnes qui n'ont pas les compétences ou qui sont faibles un peu d'esprit vont immédiatement s'inscrire sur Facebook pour ne pas paraître être suspect. Donc vous voyez le topo. Bon, quant aux PDG qui vont recruter des personnes ou des cadres en demandant est-ce que vous êtes Facebook ou est-ce que vous n'êtes pas sur Facebook, si vous n'êtes pas sur Facebook, je ne vous embauche pas. Ça prouve que le PDG en question, il n'a rien compris, puisque les réseaux sociaux comme Facebook, ou il y a LinkedIn également, qui ont servi d'intermédiaire pour faire de l'espionnage. C'est-à-dire qu'on a découvert là aussi qu'il y avait eu des faux profils à LinkedIn qui avaient été mis en place, qui a servi à piéger des salariés de Belgacom, par exemple, en Belgique. Donc, alors il y a également une affaire d'espionnage qui concerne le palais de l'Élysée aussi, à l'époque où Monsieur Sarkozy était président, et où là aussi, par le biais de profils Facebook, des membres ont été piégés, et on s'est rendu compte là aussi que des personnes s'étaient introduites dans les ordinateurs de l'Élysée et même du secrétaire général de l'Élysée ou des conseillers proches du président Sarkozy. Ouais. Non, mais c'est incroyable ça. Et moi, je n'invente rien. Tout ce que j'explique là, vous pouvez le trouver. D'ailleurs, on a eu le salon Millipol la semaine dernière, où vous avez des dispositifs qui ont été présentés par divers pays, système d'interception, système de décryptage, et même, de toute façon, il suffit d'avoir un système, si vous n'avez pas l'ordinateur sous la main pour faire le décryptage, il suffit d'avoir le dispositif pour intercepter les signaux radioélectriques, vous interceptez les signaux, la bande passante en radio, ni plus ni moins, avec les signaux qui sont transmis, et vous retransférez ça vers un data center équipé d'un système de décryptage, vous retransmettez, soit par le réseau Internet ou par une liaison satellite, vous retransmettez ça vers le centre d'espionnage qui, lui, a les ordinateurs de décryptage. Bon, moi je vais me désinscrire de Facebook parce que franchement, pour ce que c'est intéressant, par exemple... Facebook, c'est le meilleur moyen de vous suivre, de savoir... Alors, ce qui est très précieux également pour les États-Unis, c'est les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées. C'est les communications que vous avez avec telle ou telle personne, soit par téléphone, soit par email. Alors, où le problème peut se poser, c'est si vous êtes en communication avec une personne sans savoir qu'elle a une double vie ou une triple activité ou je ne sais quoi, par exemple, vous pouvez être en contact avec une personne sans le savoir, elle peut être dans les trafics de drogue ou trafic d'armes. Et vous vous retrouvez, dans ce cas-là, blacklisté sur les ordinateurs de je ne sais quel service de renseignement, tout simplement parce que vous connaissez une personne. Ou alors vous recevez, par exemple, des emails, des lettres d'information de telle organisation à laquelle vous n'avez rien demandé,
Et vous recevez régulièrement des lettres d'information concernant certains pays sensibles ou certains pays en guerre. Et puisque vous recevez ces informations, on va dire, on vous met dans telle catégorie parce que obligatoirement vous avez des liens avec telle personne. Non mais là, faut être sérieux. Est-ce que le gouvernement n'y met pas son nez? Parce que là, ça commence à devenir... ça tourne au ridicule. Eh bien, le dernier rapport, justement, des institutions européennes, que j'ai pas eu le temps de lire, parce que comme je viens de vous le dire, je viens de l'avoir. En France, on se préoccupe plus de la vie privée des délinquants et des dealers. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler, d'ailleurs ça met très en colère la police, parce que ils vont plus pouvoir poser de balises GPS pour suivre les délinquants. Atteinte à la vie privée. Donc on a une CNIL qui est véritablement efficace. Là, en l'occurrence, c'est la cour de cassation. Il va y avoir des procès. Donc là, avant de la fin de l'année, pour savoir si la police pourra utiliser des balises GPS ou pas contre les délinquants. Mais là, on sait utiliser la CNIL pour dire halte là, atteinte à la vie privée. Mais c'est dommage que la CNIL ne soit pas aussi efficace contre l'espionnage américain, anglais et autres. Là, la CNIL, elle est absente parce que même dans le rapport que j'ai du Parlement européen, il est carrément dit que la CNIL n'a pas fait son travail, en gros, pour protéger les intérêts des citoyens européens. Là, je peux vous lire un des paragraphes. Je vais le lire carrément, comme ça on dira pas que j'invente. Allez-y. Depuis, rien n'a permis d'établir que ces autorités chargées de la protection des données ont compris le glissement structurel de souveraineté des données produit par le passage de l'informatique en nuage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cloud. Il semble plutôt qu'une vision irréaliste et légaliste ait conduit ces autorités à négliger la protection des citoyens européens de l'UE. Voilà, ça c'est ce qui figure dans le rapport de l'Union européenne. On parle de rétablir l'article 42. L'article 42 a été rayé parce que justement l'objectif c'était de protéger les intérêts européens. Or, ce qui est marqué ici également dans ce rapport, c'est que la version du nouveau règlement omet l'article 42, selon la numérotation d'un projet de règlement divulgué 2 mois avant la version finale, à la suite, semble-t-il, de pressions considérables des lobbyistes représentant les intérêts américains. Alors là, on parle maintenant de rétablir l'article 42, ce qui n'arrange pas les fournisseurs américains, bien évidemment. Et le contre-coup de l'espionnage américain, c'est qu'ils sont en train de perdre des dizaines de milliards de dollars, parce que du coup, les entreprises commencent à rechigner à utiliser les clouds américains. Ouais. Le problème, c'est que si on utilise du matériel américain, vous avez compris le problème, on ne sait pas sûr, aussi les autorités européennes ou certains pays collaborent avec la NSA, quelle sécurité on peut attribuer à ces clouds même européens si le matériel la fourniture de ce matériel est d'origine américaine. Le contre-coup de l'espionnage, c'est que là aussi les Américains commencent à se dire est-ce qu'on va continuer à acheter du matériel par Internet ou pas. Donc là, il y a un ralentissement. Il y a eu un gag assez comique d'ailleurs, c'est qu'aux États-Unis, maintenant, si votre femme achète une cocotte minute d'un côté et que vous achetez un sac à dos de l'autre, à partir même de votre entreprise, vous risquez d'avoir la visite du FBI. Donc on a appris qu'il y a une quinzaine de cas ou une dizaine de cas comme ça par semaine qui se passent. Parce que depuis l'attentat qu'il y a eu lors d'un marathon, où une cocotte minute a été utilisée, maintenant les services américains surveillent tous ceux qui achètent des cocottes minutes en même temps que des sacs à dos. Or, où on voit que là, il y a un recoupement entre les systèmes d'espionnage et entre les services, c'est que si vous avez la femme qui achète la cocotte minute à partir de chez elle, de son domicile, à une société américaine, à une grande surface américaine, et que le mari commande son sac à dos à partir de son entreprise, vous voyez bien que les données aussi bien de l'entreprise américaine que les données de la femme
sont espionnés. En tout cas, on se sent plus espionné que protégé, ça c'est certain. Alors revenons à votre site internet. Vous allez nous donner l'adresse d'ailleurs de votre site. Alors, si vous allez sur mon site internet, vous pourrez voir le site de l'Utah, qui est assez monstrueux. Et vous faites Filterman, Filterman, point comlu, COMLU, point com, comme COM, Ouais. slash 08.htm. Et là, vous allez arriver carrément sur mon chapitre sur l'espionnage et vous verrez la dernière installation de Bluffdale, le complexe qu'ils viennent de faire avec des ordinateurs Cray XC30 de type cascade. Et c'est une installation assez très grosse qui coûte dans les 2-3 milliards de dollars, sauf qu'ils ont des petits soucis à l'heure actuelle pour le démarrage. Donc à mon avis, ils vont prendre 1 an de retard. D'accord. Ils ont, il y a une puissance telle qui est nécessaire qu'ils ont les installations électriques qui fondent. En effet. Sur votre site internet, il y a des vidéos, une source d'information générale. Alors il y a des informations sur l'espionnage, Ouais. sur la NSA, sur le réseau Échelon, sur l'émission que j'avais fait avec Thierry Jean-Pierre sur France Inter et puis l'amiral Lacoste de la DGSE à l'époque. Et puis vous trouverez les vidéos du centre de Bluffdale. Même l'ordinateur qu'ils ont au centre de Bluffdale et les ordinateurs qu'ils ont sont moins puissants que l'ordinateur chinois. Marc Filterman, merci d'avoir participé à Dossier spécial sur Fréquence Évasion et à très bientôt sur cette antenne. Bien, je vous remercie, au revoir. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.